Salut et bienvenue sur Anakaland. Un très joyeux Noël à vous, j'espère que vous avez bien mangé et que le Père Noël a été généreux cette année. Mais dans tous les cas, voici mon petit cadeau pour vous, une vidéo Game of Thrones comme vous semblez les aimer. Une vidéo concernant les loups des Stark, une vidéo sur leur destin croisé et que je ne pensais pas poster un jour, mais les dernières news concernant le spin-off sur Jon Snow ont changé les choses. Des news venant principalement de Kit Harington himself, lors de la première convention HBO à Los Angeles. Dans cette vidéo, je vais donc revenir sur le destin que partage chacun des enfants Stark avec son loup dans la série Game of Thrones, en commençant par les plus évidents pour terminer par Jon et Ghost afin de rattraper les infos sorties ces dernières semaines qui pourraient nous en dire plus sur l'avenir du Godverse, univers qu'HBO semble déterminé à mettre en place sur les prochaines années. Et bien sûr, vous avez un chapitrage dans la vidéo pour vous aider à naviguer de Stark en Stark, c'est cadeau. Et pour finir avec l'esprit de Noël, si la vidéo vous plaît, laissez un petit like et un commentaire, ça serait vraiment le meilleur des cadeaux de Noël et c'est gratuit. Et vous abonner à la chaîne serait la cerise sur la bûche de Noël. Donc sans plus tarder, on se lance dans cette théorie sur les loups géants des Stark et leur destin. Bien que leur traitement dans la série soit différent de celui des livres, et étant donné que l'on est certain que la fin des livres sera différente de la série, et c'est tant mieux, ici je me concentrerai seulement sur la série. Pour la suite des aventures de Jon, la série est la seule œuvre sur laquelle on peut tenter de spéculer et construire pour poser des déductions. Premièrement, il faut espérer que le rythme redevienne celui des premières saisons plutôt que de la dernière. Et ensuite, nous pouvons aussi croiser les doigts pour que des intrigues et développements de personnages reviennent au centre de l'histoire. Des intrigues qui ont été oubliées sur la route de Goth, mais qui méritent de revenir sur le devant de la scène. Comme par exemple le fait que Jon, alias Aegon Targaryen, est une revendication légitime pour le trône, ou encore celle des loups géants, tout simplement, symbole de la famille Stark. Donc croisons les doigts pour que cela redevienne un enjeu dans la future série. Car dans les premiers temps de la série Game of Thrones, les loups étaient réellement au centre du développement de chacun des enfants Stark. Mais avec les saisons passant, les loups ont eu de moins en moins de temps à l'écran, et surtout on les a un peu perdus de vue. Mais qui aurait pu croire alors qu'ils se partageaient la portée au début de la série que ces mêmes louveteaux joueraient quasiment le rôle d'oracle sur l'avenir de leur maître. Et dans son interview, Kit Harington a déjà répondu à cette première question. Il a confirmé que c'était une question de rentabilité, car d'après lui, les loups devenaient de plus en plus contraignants à intégrer au set pour le tournage. Et le coût était donc trop élevé comparé à ce qu'ils pouvaient réellement apporter à l'histoire. En clair, les dragons étaient plus populaires et intéressants à montrer à l'écran. Donc voilà pourquoi Jon laisse Phantom dans le nord pour la bataille de Port-Réal. Donc déjà sur ça on est fixé, et enfin il nous a surtout laissé entendre à demi-mot que les loups, et donc principalement Phantom, reviendraient dans la série sur Jon. Donc des loups qui vont probablement faire leur retour dans la mythologie du spin-off de Game of Thrones, Snow, et alors qu'ils nous avaient déjà aidé à prévoir le destin de Robb, Rickon, Sansa, Bran et Arya, peut-être qu'on aura aussi des indices sur ce que sera Jon Snow dans sa série, qui se précise de plus en plus. Laissez-moi donc revenir sur les 5 premiers enfants de la famille Stark et à quel point leurs loups reflètent leur destin et même leur futur parfois. Je commence donc avec le plus simple, Vangry, le loup de Robb. Lors des noces pourpres, alors que Robb est assassiné, le loup l'est en même temps. Et de la même façon, Robb est tué par plein d'archers qui l'encerclent alors qu'il ne peut plus s'échapper et ils lui tirent dessus depuis les balcons en hauteur. Et enfin, il est achevé par un traître. De son côté, Vangry est tué dans sa cage par des archers qui le criblent de flèches par le dessus, mais lui personne ne vient l'achever. Il s'éteint seul, en pleurant sous les yeux d'Arya qui l'aperçoit au loin. Tel le frère qu'elle n'a pas pu rejoindre avant sa fin prématurée, elle assiste impuissante à celle de son loup. Et les parallèles entre Robb et Vangry ne se limitent pas à leur fin. Depuis le début, ils sont ensemble, jusqu'au champ de bataille tout au long de la route vers le sud. A noter d'ailleurs que c'est le loup qui sera descendu le plus au sud, bien des années avant que les vrais vents d'hiver ne soufflent sur le sud de Westeros. La rumeur à Port-Réal dit même que Robb et son loup ne font qu'un et deviennent une sorte de monstre qui dévore ses victimes, et il semble d'ailleurs beaucoup apprécier la viande des Lannister, donc bien une fusion de ces deux entités pour n'en devenir qu'une. Un mensonge de Cersei certes qui se répand afin de ne pas avoir à admettre la supériorité de Robb sur le champ de bataille, et aussi un peu pour dissimuler sa peur face à cet envahisseur. En le diabolisant, la peur se répand, elle la partage, et en le ridiculisant, il ne lui fait plus si peur pour le coup. Et même après leur mort, cet amalgame entre le loup et le jeune roi du Nord perdure. Déjà de par la profanation dont ils sont victimes, à savoir la tête de Vangry sur le corps de Robb, qui va rester la représentation de Robb Stark dans la tête des gens bien après le mariage de Joffrey. Donc on a bien deux destins qui n'en font qu'un dans le cas de Robb, le fils aîné de Ned Stark et son compagnon Vangry. Ensuite viennent Rickon et Bruce pour qui c'est encore plus évident, dans la série en tout cas, étant donné que l'histoire de Rickon est très différente dans les livres, mais ce n'est pas le sujet. Dans la série donc, alors que Rickon est livré à Ramsay Bolton, Lord Karstaff jette la tête de Bruce à ses pieds, puis lors de leur petit concours de quéquette, avant la bataille, c'est au tour de Ramsay de la jeter au devant de Jon et Sansa. Ainsi, en suivant cette logique, il est évident que Rickon ne survivrait pas, ce que Sansa avait d'ailleurs bien compris, car dès leur retour dans la tente de commandement après cela, elle affirme à Jon que Rickon est comme déjà mort. Et effectivement, il finit par mourir quelques heures plus tard dans une scène qui a bien su faire monter la pression à l'époque.
Donc dans le cas de Rickon et Broussailles, c'est plutôt évident qu'ils partagent le même destin dans la série. Et concernant son nom, je ne peux pas trop faire de déduction à partir de la série, tant son personnage est oublié pendant un long moment, et car le nom de Broussailles semble bien plus collé à la version des livres, avec la transformation de Rickon en un genre de petit sauvageon qui parcourt le nord. Passons donc aux cas les plus délicats, en commençant par Bran. Le cas de Bran et Été est semble-t-il plus délicat, car Été est mort, il s'est sacrifié pour sauver Bran et les autres de l'armée des morts dans la grotte, sous l'arbre, bien que nous ayons plus été marqués par le sacrifice d'Odor et la séquence déchirante qui allait avec. De plus, ce sacrifice se justifiait déjà par le lien très fort entre eux depuis que tout petit, il avait protégé Bran du spadassin venu l'assassiner dans son lit. Un lien qui n'a fait que se renforcer au fil du temps jusqu'à la mort du loup et de son maître. Sans parler évidemment de leur lien grâce au don de Bran, il est un change-peau et utilise les pattes de son loup depuis qu'il ne peut plus utiliser ses jambes. Et encore plus dans la scène où il chasse dans le corps d'Été et qu'il fait la confusion entre lui et le loup. Pour le coup, on ne pouvait pas trouver plus fusionnel comme relation. Et après la mort, le sacrifice d'Été, il n'a même pas un mot gentil ou une pensée pour lui. Été donc qui s'est sacrifié, mais Bran lui est toujours en vie. Mais l'est-il vraiment? Rappelez-vous ces mots de Myra un peu plus tard. Bran n'est jamais sorti de cette grotte. Aujourd'hui, c'est la cornée à 3 yeux qui est aux commandes. Il le confirme lui-même encore et encore. Il répète qu'il ne veut rien, ne désire rien et ne rêve de rien. Il n'est plus qu'une coquille pour son pouvoir et les connaissances qui vont avec en somme. Ce qui encore une fois confirme que son ascension au trône n'a aucun sens. Même si, ok, il représente la victoire de la vérité et de la justice, mais c'était tellement décevant. Brandon Stark est mort donc, émotionnellement et spirituellement en tout cas, pendant son entraînement pour devenir la Corneille à 3 yeux, et peut-être cela coïncide-t-il avec la mort physique de la Corneille précédente, ou tout simplement ses pouvoirs et connaissances ont étouffé son être, un peu comme un feu est étouffé par trop de bois dans l'âtre. Et pour finir avec son nom, car ce nom est tout aussi représentatif du destin de Bran. Été, en opposition à l'hiver représenté par les marcheurs blancs, symbolisant la lutte de Bran contre le roi de la nuit. Et d'un point de vue plus littéral, Été meurt alors que l'hiver arrive sur Westeros. Concernant Sansa et Lady, sa louve, c'est bien plus délicat car encore une fois, Sansa survit à la fin, alors que Lady est morte au tout début de la série. Alors que Sansa, elle, est bien vivante, et même à son top à la fin de Game of Thrones. Cela devrait donc anéantir ma théorie, mais au contraire, car comme on vient de le voir avec Bran Stark, une mort peut aussi être symbolique. Donc la mort de Lady représente pour Sansa une mort métaphorique, marquant non pas un décès dans son futur, mais plutôt la perte de sa liberté, de la fin de son appartenance à sa famille, étant la prisonnière et même le jouet des Lannister pendant des années, et sans parler de Littlefinger plus tard. Durant toute sa captivité par exemple, elle n'est jamais affublée d'un nom de louve, ou autre. Seulement de petits oiseaux par Clegane, ce qui est très mignon certes, mais très loin de l'image des autres personnages de sa famille. Même Catelyn Stark est qualifiée de louve par Jaime Lannister durant sa captivité, mais il n'en est rien pour Sansa qui devrait être plus proche du caractère de l'animal représenté sur le blason de sa famille, mais son statut de prisonnière / otage complique bien les choses pour elle. Et enfin, sur un plan plus psychologique, peut-on encore dire que Sansa est la fille de Ned et Catelyn? Bien qu'elle se revendique toujours fièrement comme telle, la petite princesse en herbe a bien changé, ses valeurs et stratégies sont plus proches de celles de Cersei ou Baelish que de l'honneur inébranlable de son père et le reste de sa fratrie. Donc pour moi la mort de Lady symbolise notamment la fin de Sansa en tant que Stark à part entière, pour se reforger une personnalité au fil du temps et des saisons, jusqu'à son ascension au pouvoir dans le Nord et l'obtention de leur indépendance malgré le fait que le nouveau roi soit son frère. Allez comprendre. Donc Lady qui doit son nom au grand et unique rêve de Sansa, devenir la Lady des Ladies, la reine. Et sa fin injuste et prématurée laissant déjà imaginer dans la première saison comment allait évoluer la vie de la jeune Stark. Enfin, Arya et Nymeria, dont le cas semble plus simple, étant donné qu'elles sont toutes deux en vie à la fin, mais en réalité complexe car très métaphorique. Arya, petite fille sauvage et curieuse, a nommé sa louve Nymeria. Elle a en effet nommé sa louve comme son héroïne, son modèle, dont elle a découvert l'histoire dans de vieux livres. Cela souligne là encore une différence notable avec sa sœur Sansa, qui avait simplement appelé sa louve Lady, prouvant à quel point ces deux sœurs ne vivaient pas du tout dans le même monde depuis le début. Plus tard, sur la route royale, en libérant Nymeria, Arya a fait le choix de désobéir, pour préserver son amie. Et bien que leur relation ait pris fin ici dans la série, contrairement au livre où le lien est maintenu par les dons de change-peau d'Arya, ici elle ne se recroise qu'à la fin du voyage d'Arya, alors qu'elle est sur le point de rentrer chez elle après tout ce temps. Seulement, Nymeria est redevenue sauvage en l'absence d'Arya. Et c'est la même chose pour ce qui est de son destin. Arya a en effet choisi la fuite et la liberté à la mort de son père. Sa désobéissance est toujours présente alors qu'elle décide de devenir une sans visage. Elle est incapable de respecter les règles, trop sauvage probablement. On ressent également sa sauvagerie et son côté bestial dans sa vengeance, qui est aussi froide qu'implacable, semble sans émotion, ce qui est ironique, comme un animal qui défend sa meute, quoi qu'il en coûte et qui que vous soyez. N'est-ce pas monsieur le roi de la nuit? Donc les loups des Stark correspondent soit littéralement soit symboliquement au destin de leur jeune maître. Et il en est évidemment de même pour Jon Snow et son loup fantôme. Ils vivent ensemble sans presque discontinuer sur les premières saisons.
Dès l'arrivée de Jon au mur, il est son soutien, et celui de Sam surtout. Et quand Jon se sent prisonnier de sa condition de membre de la garde de nuit, c'est Ghost qui est enfermé dans un genre de chenil. Et une fois que la garde de nuit quitte le mur pour le nord, là aussi leurs destins sont parallèles. Quand l'un est auprès des sauvageons, donc vraiment libre, l'autre est en liberté dans le vrai nord, avant de tomber sur les mutins bien sûr. Il disparaît dans la deuxième partie de la saison 8, et il n'était déjà pas beaucoup là depuis la saison 7, quand Jon le laisse à Winterfell pour rencontrer Daenerys et ses dragons. Réponse à laquelle Kit a répondu comme vu au début de la vidéo. C'était tout simplement car les dragons étaient plus populaires. Et ensuite, lorsque Jon revient auprès de Dany pour la bataille de Winterfell, Phantom est toujours là, fidèle au poste. Mais il ne se battra pas aux côtés de son maître Jon, mais en première ligne avec les Dothraki, Jorah Mormont et les autres. De plus, pour ce qui est du surnom de Jon, une fois roi du Nord, c'est le loup blanc, comme son loup qui est albinos. Mais ça pourrait également faire référence à son teint laiteux de Targaryen. Qu'en pensez-vous ? Et concernant le loup en lui-même, son nom semble plus badass que symbolique, c'est carrément le nom d'un familier de jeux vidéo. Mais le nom Phantom ou Ghost en VO pourrait, en cherchant loin, représenter le secret sur la véritable identité de Jon. Un garçon qui, tel un fantôme, est invisible aux yeux de tous, jusqu'au moment où il sera prêt à frapper et revendiquer son droit. Ou alors plus littéralement, cela pourrait simplement faire référence au fait que Jon soit mort, puis revenu à la vie. Mais cette théorie me séduit beaucoup moins. Donc pour en finir avec leur destin croisé, je finirai en parlant de l'état dans lequel est Ghost à la fin de la série, après la bataille contre les marcheurs blancs. Il est tout cabossé et couvert de cicatrices, il lui manque un bout d'oreille mais il va bien, il s'en est plutôt bien sorti compte tenu de la violence de la bataille. De même que Jon, quand il revient après avoir été banni, il est en morceaux, il est anéanti par la fin de la série, comme nous. Il retrouve à nouveau son loup, à Château Noir, ainsi que tous ses amis sauvageons. Donc lui aussi s'en sort plutôt bien, malgré un trauma qui va probablement le suivre toute sa vie. Et là où Jon et son loup se rejoignent, c'est sur une chose qui a également été confirmée lors de l'intervention de Kit Harington, qui affirme sur scène qu'après la mort de Daenerys, il pensait mourir pour son crime, et son retour dans le Nord est au final mieux que ce qu'il attendait, mais aussi bien pire, car il va continuer à vivre avec ses remords et sa culpabilité. Il est brisé mentalement comme Phantom l'est physiquement, et c'est apparemment ainsi que l'on va retrouver Jon Snow dans ce spin-off. On comprend mieux pourquoi, avec son dernier regard vers le sud à la fin de la série, il n'esquisse pas le moindre sourire, car il emmène ses tourments avec lui dans le vrai Nord. En conséquence, les spéculations pourraient être nombreuses pour la suite. J'avais déjà fait part de mes théories avant la sortie de House of the Dragon dans une des premières vidéos de la chaîne. Et ici, avec ces nouvelles infos, on peut encore mieux imaginer la descente de Jon dans les ténèbres, ou au contraire une volonté de se sacrifier pour ce qu'il pense être le mieux et son devoir. Donc deux raisons qui pourraient le mener à devenir le prochain roi de la nuit, ou alors plus basiquement à tuer le tout premier roi de la nuit, l'original, celui avec la barbe dessiné par les enfants de la forêt sur Père Dragon. Jon pourrait également affronter un nouveau péril, moins magique, venu du nord, comme par exemple une autre tribu de sauvageons qui aurait survécu on ne sait comment à la marche morbide des autres. Ou alors on pourrait aussi avoir des nouvelles ou carrément assister à ce qu'il se passe dans le sud de Westeros, après l'avènement de Bran sur le trône à roulettes. Et également l'idée qui ne me quitte pas depuis la fin de Game of Thrones, le retour hypothétique de Daenerys, soit physiquement, après une résurrection, ou plus symboliquement, au travers d'une vengeance d'un personnage ayant hérité de son combat. Mais pour ça, je vous invite à aller jeter un œil à ma première vidéo théorie sur la chaîne, et je reparlerai probablement de tout ça l'année prochaine. Bref, les spéculations sont très nombreuses, et les infos encore trop légères pour affirmer quoi que ce soit. Je ne peux pour l'instant que spéculer et espérer le meilleur pour cette nouvelle série centrée sur Jon Snow. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, mon petit cadeau de Noël sur la chaîne pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et encore une fois, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, c'est gratuit et ce serait le meilleur des cadeaux. Sur ce, je vous laisse, encore un joyeux Noël, prenez soin de vous, et à très vite sur Anakaland. Bye.